Salut à tous. Il y a 6 jours, 3 destroyers américains ont traversé le détroit d'Ormuz et le corps des gardiens de la révolution islamique n'a pas pu les arrêter. Ce matin, le 10 mai 2026, les conséquences opérationnelles de ce transit continuent de se multiplier simultanément dans toutes les dimensions de ce conflit. Le tableau qui s'est formé au cours de la semaine depuis le début de Project Freedom est considérablement plus vaste et beaucoup plus important sur le plan stratégique que n'importe quel engagement isolé capté par le cycle quotidien de l'information. C'est toujours la partie que les éléments de langage alignés sur Trump préfèrent compresser la distance encombrante entre un slogan et toute la machinerie nécessaire pour le rendre réel. Les destroyers ont été le coup d'ouverture. Ce qui a suivi, c'est une architecture de force d'une ampleur et d'un degré de sophistication qui recadre chaque calcul effectué par le camp iranien depuis la déclaration du cessez-le-feu en avril. La première chose à comprendre, c'est ce que le corps des gardiens de la révolution islamique a réellement déclaré publiquement et officiellement il y a une semaine jour pour jour. Le 3 mai 2026, la marine du corps des gardiens de la révolution islamique a diffusé un avertissement sur les fréquences maritimes ouvertes à tous les navires présents dans la zone opérationnelle. Le message indiquait à tous les navires qu'il s'agissait de la marine iranienne, que s'ils voyaient un navire de guerre à proximité, ils devaient garder une distance de plus de 10 000, parce que l'Iran était prêt à ouvrir le feu sans aucun avertissement. Cet avertissement a été suivi d'une déclaration opérationnelle selon laquelle les navires souhaitant traverser le détroit ne pouvaient utiliser que le corridor désigné par l'Iran, que tout navire déviant de cette route serait considéré comme une menace et qu'il serait accueilli par une réponse ferme des gardiens de la révolution. C'était pas une déclaration diplomatique. C'était un ultimatum militaire diffusé ouvertement sur les fréquences maritimes d'urgence, visant simultanément chaque capitaine de navire, chaque service de renseignement gouvernemental et chaque opérateur commercial maritime dans le monde. Le corps des gardiens de la révolution islamique revendiquait la souveraineté opérationnelle sur le détroit d'Ormuz. Il disait au monde que la voie maritime par laquelle transite chaque jour 20% du pétrole mondial était sous contrôle militaire iranien et que tout défi lancé à ce contrôle serait accueilli par des tirs sans avertissement. Pendant plus de 2 mois, cette menace avait fonctionné. À ce moment-là, environ 23 000 marins civils de 87 pays étaient coincés dans le golfe Persique à cause de cette autorité iranienne déclarée sur le détroit. Des marins venant de pays sans lien avec le conflit entre les États-Unis et la République islamique, se retrouvaient retenus dans cette situation précise de prise d'otages maritimes que la déclaration du 3 mai du corps des gardiens de la révolution islamique avait formalisé en ultimatum officiel. Au moins 10 marins civils avaient perdu la vie dans le processus. 23 ou 1000 personnes de 87 pays étaient devenues prisonnières de la doctrine d'Ormuz du corps, des gardiens de la révolution islamique, immobilisées dans le golfe Persique, avec des réserves alimentaires qui se détérioraient et aucune sortie sûre. Le 4 mai, les États-Unis ont brisé ce tableau. 3 destroyers ont avancé vers Ormuz. Un parapluie de protection aérienne, composé de chasseurs furtifs F-35B et d'hélicoptères d'attaque A-64 Apache, s'est établi au-dessus d'eux et le corridor que le corps des gardiens de la révolution islamique avait désigné comme seule route de transit autorisée a été complètement ignoré. Pas contesté diplomatiquement, pas contourné, ignoré. Les destroyers ont navigué là où les destroyers américains estiment avoir le droit de naviguer. C'est à dire dans les eaux internationales, selon la route que les commandants opérationnels jugent appropriée. Ce fut l'un de ces rares moments où l'expression pression maximale a cessé d'être une décoration de podium pour devenir une véritable route sur une carte navale. La réaction du corps des gardiens de la révolution islamique a révélé l'écart précis entre sa doctrine déclaratoire et sa capacité opérationnelle, d'une façon qui doit désormais servir de mesure à toute analyse ultérieure de ce conflit. Le corps des gardiens de la révolution islamique a activé ses radars navals, envoyé des avertissements aux destroyers américains et déployé ses vedettes rapides en mer, mais ces bateaux ne se sont pas dirigés vers les destroyers américains. Ils se sont dispersés vers les cargos commerciaux qui tentaient de traverser le détroit.
La logique stratégique était celle qui a caractérisé les opérations maritimes du corps des gardiens de la révolution islamique tout au long de ce conflit. Cibler des civils, créer la panique, générer une pression diplomatique grâce à l'ambiguïté d'attaque contre des actifs non militaires plutôt que contre des actifs militaires dont la défense déclenche une réponse immédiate et écrasante. Cette ambiguïté a duré jusqu'à ce que les hélicoptères Apache et Seahawk, lancés depuis les destroyers, verrouillent leur système sur les bateaux iraniens. Face à des optiques thermiques avancées et à des munitions intelligentes opérant depuis des plateformes situées au-dessus de la zone d'engagement, avec une fusion de capteurs produisant un suivi continu, peu importe l'état de la mer ou l'obscurité, les petites embarcations étaient engagées en quelques secondes après avoir menacé le trafic commercial. Cette vedette rapide d'attaque du corps des gardiens de la révolution islamique ont été détruites. Pas un seul navire américain n'a été égratigné. Pas un seul navire commercial sous protection américaine n'a été endommagé. Puis le pire cauchemar du corps des gardiens de la révolution islamique s'est matérialisé dans le bilan opérationnel. 2 navires commerciaux battant pavillon américain ont traversé avec succès le détroit d'Ormuz sous escorte. 3 destroyers américains se sont positionnés dans le golfe Persique. La voie maritime que le corps des gardiens de la révolution islamique avait déclarée 3 jours plus tôt sous son contrôle opérationnel complet. Cette même voie maritime, au sujet de laquelle les commandants iraniens annonçaient depuis des années que quiconque y entrait ne pouvait plus en sortir, était désormais patrouillée par des destroyers américains qui étaient entrés et y naviguaient librement. La déclaration de Rubio, lors de la conférence de presse qui a suivi, est devenue le document diplomatique précis qui a institutionnalisé le résultat opérationnel. L'opération était présentée comme étant de nature défensive, mais toute attaque entraînerait des représailles et les 7 bateaux iraniens qui avaient ignoré les avertissements reposaient désormais au fond de la mer avec le reste de la marine iranienne. Dans le plus pur style de l'univers trumpiste, la formule a été livrée avec la simplicité d'un slogan de campagne, alors que la réalité derrière, elle exigeait des pilotes, des destroyers, des capteurs, des règles d'engagement et une préparation extrêmement coûteuse. La déclaration du 3 mai du corps des gardiens de la révolution islamique avait été jetée à la poubelle. La question que chaque service de renseignement, chaque gouvernement et chaque opérateur commercial maritime observant ce conflit devait se poser après le 4 mai était de savoir si le corps des gardiens de la révolution islamique avait réellement eu le pouvoir d'empêcher le passage dès le départ. La réponse exige un examen honnête de ce qu'il reste de la puissance côtière iranienne dans le détroit d'Ormuz cette semaine, et non en février, ni selon la capacité théorique que le corps des gardiens de la révolution islamique possédait avant la dégradation en 2 phases d'Epic Fury et l'application soutenue du blocus. Les complexes de missiles souterrains et les abris sur l'île de Keshman sont toujours en place. Selon des analyses de sources ouvertes sur les infrastructures durcies de l'île, les missiles anti-navires côtiers et les drones kamikazes que le corps des gardiens de la révolution islamique avait présentés lors de ses exercices de contrôle, Smart Hormuz était conçu pour des opérations à courte portée dans des eaux étroites. La capacité de pose de mines existe techniquement, mais il y a un écart profond entre ces capacités sur papier et leur réalité opérationnelle. Sur le terrain, après 2 mois de dégradation soutenue, la tactique d'essaim du corps des gardiens de la révolution islamique, cette doctrine de saturation par vedette rapide qui a été la pierre angulaire de sa stratégie de déni d'accès à Hormuz pendant des décennies, s'est effondrée face aux hélicoptères Apache dans les premières heures de Project Freedom. La marine conventionnelle avait été largement détruite lors des phases précédentes de la campagne. Le bouclier aérien en couche établi par la posture de force américaine pourrait constituer un obstacle insurmontable pour ce qu'il reste au corps des gardiens de la révolution islamique. Les chasseurs furtifs F-35B sont invisibles au système radar iranien. La capacité du réseau de défense aérienne iranien à détecter, suivre et générer une solution de tir contre un F-35B opérant en altitude, avec ses caractéristiques de faible observabilité intacte, n'est pas une capacité démontrée. La capacité de frappe de précision de jour comme de nuit du F-35B signifie que chaque batterie de missiles
chaque site de lancement de drones ou chaque concentration de vedettes rapides d'attaque visible par le réseau de capteurs américains devient une cible exploitable. Les hélicoptères Apache assurent une surveillance thermique continue de la surface maritime sous eux. Sous ce parapluie combiné de capteurs et de frappes, chaque missile ou drone lancé depuis les positions côtières iraniennes peut être détecté et engagé avant d'atteindre sa cible prévue. Lancer un engagement naval à grande échelle contre cette architecture de force risquerait aussi d'accélérer l'effondrement économique de l'Iran, qui absorbe déjà 500 millions de dollars par jour en impact de blocus. Le suicide stratégique est le terme opérationnellement juste pour décrire un engagement naval du corps des gardiens de la révolution islamique contre la posture de force américaine actuelle dans le détroit. Ce qu'il y a d'étrange avec le message à la Trump, c'est qu'il peut faire passer un suicide stratégique pour un exercice de marque jusqu'au moment où les missiles, le navire et les bilans financiers entrent dans la pièce. La carte d'Ormus, que le corps des gardiens de la révolution islamique utilisait depuis des décennies pour tenir le monde en otage, a été neutralisée. Ce qui l'a remplacé du côté américain de l'équation, c'est une architecture de force qui se met en place depuis que les destroyers ont traversé le détroit il y a 6 jours et qui est maintenant beaucoup plus importante que la plupart des analyses publiques ne l'ont reconnue. Les 3 destroyers ont été le coup d'ouverture. La force qui afflue dans la région depuis le 4 mai est multidimensionnelle et continue de se renforcer. L'USS Boxer, à la tête de la 11e Marine Expeditionary Unit, a quitté San Diego avec 2500 marines et tout son équipement de combat à bord. Il approche maintenant de la mer d'Oman et son arrivée est attendue de façon imminente. L'USS Tripoli, à la tête de la 31A Marine Expeditionary Unit, est déjà dans la région et participe aux opérations d'application du blocus. Des photographies confirment que les 2 navires sont en formation de combat complète, avec des chasseurs furtifs F-30 5B sur leur pont d'envol. Lorsque les 2 groupes amphibies fusionneront simultanément dans le théâtre opérationnel, plus de 4000 marines seront en attente sur des navires amphibies, avec l'infrastructure logistique complète pour des opérations côtières, des scénarios de débarquement et les catégories précises de missions d'action directe que représentent 4000 marines prêts au combat avec une couverture aérienne de F-35B dans les options de planification opérationnelle disponibles pour le commandant du commandement central des États-Unis. Les groupes amphibies ne sont qu'une partie de ce tableau. Les groupes aéronavals de l'USS Abraham Lincoln et de l'USS George H.W. Bush sont positionnés en mer d'Arabie. Avec les destroyers qui ont traversé Hormuz la semaine dernière, la présence totale de navires de guerre américains dans la région représente 3 groupes aéronavals et de nombreux navires d'escorte. Ces navires transportent le système de combat Aegis dans sa configuration entièrement intégrée de défense aérienne et de missiles de croisière, l'architecture défensive en réseau qui a vaincu chaque tentative iranienne de menacer les actifs navals américains. De plus, 2200 marines supplémentaires et 3 autres navires de la marine sont sous ordre de déploiement vers la région. Les unités sont en préparation active. La posture de force n'est pas statique. Elle augmente. Sous la surface, la couche de dissuasion qu'aucun radar iranien ne peut suivre opère en continu. La flotte américaine de sous-marins nucléaires ne divulgue pas officiellement ses mouvements régionaux, mais les analystes évaluent de façon constante qu'au moins un sous-marin lanceur de missiles guidés de classe Ohio est positionné à proximité du golfe Persique. Chaque sous-marin de classe Ohio transporte 154 missiles de croisière Tomahawk. Un seul bâtiment peut frapper 154 cibles distinctes dans le paquet de cibles iraniens avec des munitions guidées de précision qui se déplacent à vitesse subsonique sur des portées de plus de 1000 milles. Le sous-marin est invisible pour toute l'architecture de surveillance iranienne. Les missiles qu'il transporte sont la menace qu'on ne peut pas voir avant son arrivée. Des opérations de déminage sont en cours pour sécuriser le passage dans le détroit établi par Project Freedom. La capacité de pose de mines du corps des gardiens de la révolution islamique, l'un des outils asymétriques que la stratégie iranienne de déni d'accès a toujours inclus dans son arsenal d'Ormuz, est traitée par des navires chasseurs de mines spécifiquement équipés, dont les opérations créent le corridor de transit, sûr que la navigation commerciale peut utiliser
pendant que l'architecture d'application du blocus est reconfigurée, passant d'une fermeture totale vers une interdiction sélective des ports iraniens. Le corridor aérien, qui soutient cette massive montée en puissance, constitue lui-même une communication stratégique sur la durée et la profondeur de l'engagement américain. Des avions de transport stratégique C-17 Globemaster maintiennent des vols constants entre les bases européennes et les points de transit du Moyen-Orient. En une seule journée la semaine dernière, 11 avions C-17 ont été observés au départ de Ramstein et de Lakenit, les principaux hubs logistiques aériens américains en Europe, transportant du fret sur des routes vers la Méditerranée orientale, la Jordanie et le Qatar. La base aérienne turque d'Incirlik est devenue l'un des tremplins critiques de ce pont aérien, avec des C-17 et des C-130 qui y achèvent leur préparation logistique avant de transiter vers des points stratégiques, notamment Djibouti et Diego Garcia. Il ne s'agit pas d'une démonstration de force à court terme. Washington construit l'infrastructure de chaîne d'approvisionnement pour une opération qui pourrait être soutenue pendant des mois en établissant l'autoroute logistique depuis le Pacifique à travers Hawaï et Guam vers les points de transit de l'océan Indien et le théâtre opérationnel, ce qui rend la projection de force à cette échelle durable plutôt que temporaire. Pour l'orbite médiatique de Trump, la carte peut être transformée en visuel de campagne. Pour les commandants, ce sont du carburant, de la maintenance, des heures de vol, des pièces de rechange et la facture qui arrive après les applaudissements. Le déploiement de Dark Eagle est l'ajout capacitaire que le calcul militaire iranien actuel n'a pas encore pleinement intégré. Le commandement central des États-Unis prévoit de déployer des missiles hypersoniques Dark Eagle dans le théâtre du Moyen-Orient. Ce développement modifie l'échiquier militaire d'une manière qui mérite une attention analytique précise, au-delà des seules spécifications techniques. La doctrine iranienne de profondeur stratégique est la théorie militaire précise autour de laquelle sa planification de survie s'est organisée. L'idée est simple. Au-delà du recours aux vedettes rapides et aux drones pour l'engagement immédiat à Hormuz, l'assurance stratégique de l'Iran reposait sur ses lanceurs de missiles balistiques à longue portée, positionnés loin du littoral du Golfe, cachés dans les montagnes et dans des installations souterraines profondément à l'intérieur du territoire iranien, au-delà de la portée efficace des missiles de croisière conventionnels Tomahawk. Les planificateurs iraniens croyaient qu'en positionnant ces lanceurs à des distances que les armes conventionnelles de précision américaines ne pouvaient pas atteindre de façon fiable, ils créaient une capacité de seconde frappe survivable. Les Américains frappent l'infrastructure côtière dans les bases navales et les installations de drones, mais les lanceurs de missiles balistiques profonds survivent et peuvent menacer les bases américaines dans le Golfe, les pays arabes partenaires et Israël depuis un sanctuaire protégé. Dark Eagle élimine ce sanctuaire, le système se déplace à plus de Mach 5, soit plus de 5 fois la vitesse du son. Il exécute des manœuvres complexes durant sa phase terminale pour échapper au système de défense aérienne qui tente de l'engager. L'énergie cinétique qu'il transporte à une vitesse d'impact supérieure à Mach 5 rend le durcissement structurel de toute cible, béton, roche ou géologie montagneuse, insuffisant contre un impact direct. La combinaison précise de vitesse, de manœuvre et d'énergie cinétique signifie que les lanceurs de missiles balistiques bunkérisés dans les montagnes iraniennes et les systèmes mobiles profondément dissimulés ne peuvent plus échapper au ciblage comme ils le pouvaient face aux missiles de croisière conventionnels dont la vitesse d'approche plus lente donnait aux équipes de lancement le temps de se déplacer avant l'impact. La doctrine iranienne de défense en profondeur supposait l'existence de zones sûres au-delà de la portée des armes conventionnelles américaines. Le déploiement de Dark Eagle supprime cette hypothèse. Chaque emplacement du territoire iranien où un lanceur mobile de missiles peut être positionné, chaque installation souterraine où des missiles balistiques sont stockés, chaque bunker de montagne construit précisément pour survivre à des paquets de frappes conventionnels se trouve désormais potentiellement dans l'enveloppe d'engagement d'un système qui arrive trop vite pour être évité et frappe trop fort pour être résisté. Le régime ne peut ni se cacher de Dark Eagle ni l'engager avec le réseau de défense aérienne dégradé qu'Epic Fury a réduit à des systèmes portables et à des fragments isolés.
Une formule de meeting peut prétendre que la géographie est optionnelle, mais la physique des missiles est généralement beaucoup moins impressionnée par les applaudissements. Cela change ce que les planificateurs stratégiques iraniens peuvent offrir à leurs commandants comme option survivable. Le calcul qui voyait l'inventaire profond de missiles balistiques comme la garantie de survie de l'institution, la raison pour laquelle le corps des gardiens de la révolution islamique pouvait continuer à refuser les dispositions nucléaires du cadre, fait maintenant face aux défis techniques précis d'une arme hypersonique qui invalide les hypothèses géographiques sous-jacentes à ce calcul. L'architecture d'armement et de défense des partenaires du Golfe, construite en parallèle avec la montée en puissance américaine, crée la dimension régionale qui transforme cette confrontation bilatérale américano-iranienne en pression multilatérale représentée par la formation de la coalition. La vente d'armes de Seals, 5 milliards de dollars aux États du Golfe, représente l'engagement matériel précis envers la sécurité des partenaires du Golfe que les attaques du corps des gardiens de la révolution islamique contre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont contribué à autoriser politiquement, renforcement de la défense antimissile THAAD et munitions pour FSIS aux Émirats arabes unis, renouvellement Patriot et fourniture de chars à l'Arabie saoudite. C'est le genre de politique de contrat d'armement que les alliés de Trump aiment afficher comme un tableau de pointage, même lorsque chaque chiffre qui y figure augmente aussi le coût de la prochaine crise. La base aérienne d'Al-Dafra, aux Émirats arabes unis, sert de principal hub logistique américain dans la région. L'installation à partir de laquelle l'architecture opérationnelle se projette dans le théâtre d'Ormuz avec la capacité de frappe que les F-35B et les F-Adixui démontrent quotidiennement. Les propres chasseurs 6 Block 60 des Émirats arabes unis sont l'exemple précis du transfert technologique que la vente d'armes aux partenaires du Golfe représente à son niveau le plus significatif sur le plan opérationnel. Ces appareils sont équipés de radars et de capacités de renseignement électronique plus avancées que les variantes de FSIS utilisées par l'US Air Force elle-même. Les Émirats arabes unis ont acheté des versions plus performantes de l'avion américain que celles utilisées par les États-Unis, ce qui illustre l'investissement précis des partenaires du Golfe dans une capacité militaire souveraine que 4 décennies de rhétorique menaçante du corps des gardiens de la révolution islamique ont produite comme réponse directe. L'architecture de défense antimissile à 3 niveaux, qui protège le territoire des partenaires du Golfe contre les attaques iraniennes, superpose ses capacités avec une couverture systématique. Le système THAAD intercepte les menaces de missiles balistiques dans l'enveloppe d'engagement supérieure. Patriot couvre le corridor de menace à altitude moyenne. Les systèmes anti-drones traitent la menace des cintres de Shahed à basse altitude au bas de la bande de couverture. Chaque vague lancée par l'Iran contre les Émirats arabes unis traverse au moins l'une de ces couches et généralement plus d'une simultanément. Chaque vague coûte à l'Iran des munitions provenant d'un stock que l'infrastructure de production détruite ne peut pas reconstituer. Chaque vague rend le système défensif des partenaires du Golfe plus affiné grâce aux engagements précis qu'il vient de mener. C'est cette dynamique d'attrition précise que la période opérationnelle du 4 au 10 mai a documentée de la façon la plus visible. Pendant les séquences d'attaques des 4 et 5 mai contre les Émirats arabes unis, l'Iran a lancé 5 vagues consécutives de missiles et de drones le 4 mai, puis a poursuivi une deuxième journée d'attaque le 5 mai. Lors de la dernière vague du 5 mai, 8 missiles balistiques et 20 drones Shahid ont été lancés. Chacun d'eux a été intercepté, pas quelques-uns chacun. Aucun slogan en lettres dorées n'était nécessaire ici, le taux d'interception avait déjà parlé. Le corps des gardiens de la révolution islamique a dépensé 28 armes dans cette seule vague d'attaque. Chaque arme tirée provenait des 70% de stock d'avant-guerre que l'évaluation de la CIA estimait encore détenus par l'Iran au début de la deuxième phase. L'infrastructure de production, qui aurait pu remplacer ces 28 armes, avait été détruite à un niveau de dégradation de 90% par les paquets de frappe d'Epic Fury. Le réapprovisionnement en armes par la mer Caspienne, que la Russie exécute par la route arrière, fournit des missiles et des composants de drones, mais au rythme de livraison qu'une opération d'approvisionnement clandestine à travers une mer intérieure peut soutenir, et non au rythme de remplacement exigé par 28 armes dépensées dans une seule vague d'attaque,
toutes abattues avant de produire le moindre effet opérationnel. Le corps des gardiens de la révolution islamique épuise son inventaire pour démontrer qu'il possède encore un inventaire. Cette démonstration coûte le matériel même dont dépend la finalité opérationnelle de cet inventaire. Chaque vague de 28 armes qui produit 0 impact sur 0 cible, la frappe contre le terminal d'exportation de Fujairah, examinée une semaine plus tard dans son contexte stratégique complet, révèle la qualité précise de la prise de décision stratégique iranienne qui a caractérisé ce conflit tout au long. Le terminal était la preuve physique que le monde disposait d'une alternative au levier iranien d'Ormuz. C'était le projet d'infrastructure d'1 milliard de dollars que les Émirats arabes unis avaient construit précisément pour que, si l'Iran fermait un jour le détroit, le pétrole du Golfe puisse atteindre les marchés mondiaux par un canal que l'Iran ne pouvait pas menacer depuis ses positions côtières. Le détruire était la tentative iranienne de restaurer le levier que cette route de contournement éliminait. La logique était que si l'Iran ne pouvait pas exporter son pétrole par Ormuz, alors les routes de contournement de ses rivaux n'étaient pas sûres non plus. Une semaine plus tard, le terminal de Fujairah a produit le résultat précis opposé à celui que l'attaque du corps des gardiens de la révolution islamique était censée produire. La déclaration du président de la commission de défense des Émirats arabes unis selon laquelle les Arabes entraîneraient la fin de l'Iran. La coordination militaire conjointe saoudo-émirati, l'alignement du Qatar malgré le champ gazier North Dome partagé avec l'Iran, l'état d'urgence national à Bahreïn, Oman frappé, le Pakistan déployant des troupes en Arabie Saoudite. L'attaque de Fujairah a généré la coalition arabe que le corps des gardiens de la révolution islamique a passé 4 décennies à tenter d'empêcher de se former contre lui. Il a accompli cela en 48 heures par une seule décision opérationnelle. La dimension économique qui se déroule en parallèle avec toutes les opérations militaires est l'endroit où le poids cumulatif des 71 derniers jours devient pleinement visible dans les chiffres précis produits par le blocus. Opération économique Fury, la campagne de pression économique précise qui accompagne les opérations militaires, a effectivement paralysé 90% de la capacité commerciale iranienne. Le régime perd 500 millions de dollars par jour. L'inflation a atteint la zone des 70%. Le rial est en chute libre. Le champ des sanctions s'élargit avec la disposition précise selon laquelle toute institution financière étrangère qui aide l'Iran perdra l'accès au système financier américain. L'architecture de sanctions secondaires en le soutien chinois et russe de plus en plus coûteux pour la survie commerciale, même des institutions qui la portent. C'est ici que l'expression trumpiste pression économique cesse de ressembler à une chorégraphie télévisuelle et commence à prendre la forme de factures, de pénuries, de comptes gelés et d'institutions qui calculent leur propre survie. La déclaration de Rubio sur le programme nucléaire encapsule la position américaine avec la clarté qu'exige la phase terminale du conflit. L'Iran affirme ne pas vouloir d'armes nucléaires. L'Iran construit des installations secrètes d'enrichissement dans les montagnes. L'Iran détient de l'uranium enrichi à 60%, dont la seule application possible se situe à proximité d'un programme d'armement. L'Iran développe des missiles de longue portée capables d'atteindre des cibles à travers le Moyen-Orient et jusque dans l'Europe. L'écart entre ce que l'Iran dit et ce que l'Iran fait est l'écart précis que les négociations du cadre tentent de combler par le retrait physique du matériel qui relie la déclaration à la capacité. Le cadrage de Trump durant la même période est plus direct. Le régime doit capituler. Si c'était un combat, il aurait déjà dû être arrêté. C'est le genre de phrase construite d'abord pour un micro et ensuite pour une note de politique, ce qui explique précisément pourquoi elle circule si facilement dans les écosystèmes médiatiques pro-Trump. La déclaration du chef d'état-major de l'armée israélienne, selon laquelle les forces israéliennes sont déployées sur tous les secteurs en état de préparation immédiate pour tout scénario, proche ou lointain, ajoute la dimension militaire régionale qui donne à la coalition américaine, des partenaires du Golfe et israélienne toute sa profondeur opérationnelle. 3 armées coordonnées, prêtes face à un adversaire qui n'a plus de marine, plus de forces aériennes fonctionnelles, plus de réseaux intégrés de défense aérienne, un président civil qualifiant la stratégie militaire de folie, un guide suprême trop blessé pour apparaître en public,
et une structure décisionnelle dominée par la faction la plus fanatique et la plus idéologiquement extrême d'une institution déjà extrême. Le tableau opérationnel de ce matin, le 10 mai 2026, est celui d'une pression maximale à capacité maximale. 3 groupes aéronavals, 4000 marines sur des navires amphibies s'approchant du théâtre opérationnel. Des avions furtifs F-35B, invisibles au radar iranien, opérant simultanément depuis 2 plateformes amphibies distinctes. Des Apaches avec surveillance thermique assurant une veille continue de la surface. Des missiles hypersoniques Dark Eagle en cours de positionnement pour supprimer le sanctuaire autour duquel la doctrine iranienne de profondeur stratégique avait été construite. Des sous-marins de classe Ohio avec une capacité de 154 Tomahawk opérant invisiblement sous la surface. Des opérations de déminage ouvrant le détroit à un transit commercial normalisé. Un programme de réarmement des partenaires du Golfe de Suez, 5 milliards de dollars fournissant une défense antimissile à 3 niveaux contre chaque catégorie d'attaque iranienne, des avions de transport CDX-7 assurant un ravitaillement constant depuis les bases européennes, une chaîne logistique durable depuis Guam et Hawaï jusqu'au théâtre opérationnel en passant par Diego Garcia. La version conférence de presse tient sur une casquette. La version opérationnelle exige des bases aériennes, des ports, des sous-marins, des entrepôts et des mois de planification. Face à tout cela, l'Iran a 3 voies possibles. Toutes les 3 sont des impasses. La première voie est la capitulation, accepter les dispositions nucléaires du cadre, remettre l'uranium enrichi à 60% sous garde américaine, accepter le régime d'inspection et l'autorisation opérationnelle des mandataires. Signer l'accord que le corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré très éloigné de la réalité. Cette voie met fin à la pression militaire extérieure, mais elle effondre l'autorité interne du corps des gardiens de la révolution islamique d'une manière que l'institution comprend comme existentielle pour sa survie institutionnelle. L'institution qui a construit sa légitimité autour de la résistance à l'impérialisme américain ne peut pas maintenir cette légitimité après avoir signé un accord que les Américains définissent comme une reddition. La deuxième voie est le statu quo, maintenir la posture actuelle, absorber l'impact quotidien du blocus évalué à 500 millions de dollars. Épuiser le stock de missiles au rythme produit par des vagues de 28 armes contre les défenses aériennes des partenaires du Golfe. Attendre que l'échéancier de 3 à 4 mois de la CIA arrive et espérer que les difficultés économiques produisent une pression sociale capable de modifier le calcul politique américain. C'est une mort lente, par blocus et attrition. L'évaluation de la CIA donne de 3 à 4 mois avant que de graves difficultés ne frappent la population. L'évaluation du SNSC du corps des gardiens de la révolution islamique donne au régime de 6 à 8 semaines. Le calcul ne favorise pas le statu quo comme stratégie de survie. La troisième voie est l'escalade militaire, reprendre les frappes à grande échelle contre les actifs américains. Tester si Dark Eagle, l'architecture de force à 3 porte-avions, les 4000 marines, les armes à énergie dirigée et les réseaux Aegis représentent bien la capacité opérationnelle que les performances documentées de ce conflit suggèrent. C'est un suicide pour un régime sans marine, sans force aérienne, sans défense aérienne fonctionnelle et avec un stock de missiles qui s'épuise à un rythme que la route d'approvisionnement par la mer Caspienne ne peut pas reconstituer au tempo opérationnel. Même les paroles dures les plus bruyantes de l'ère Trump ne peuvent pas faire en sorte qu'un stock épuisé se reconstitue tout seul à temps. Les 3 voies mènent au même point final institutionnel. La domination du corps des gardiens de la révolution islamique sur la gouvernance iranienne prend fin. La seule question concerne le calendrier et la méthode. Le peuple iranien, dont les files d'attente pour la nourriture se forment à Téhéran, dont les salaires ne sont pas payés, dont l'électricité apparaît et disparaît selon des horaires de rationnement, que le gouvernement est trop embarrassé pour annoncer officiellement, qui est tué pour avoir utilisé Starlink et qui a vu 14 membres de la propre unité de protection VIP du régime mourir à Zanjan à partir de coordonnées que quelqu'un à l'intérieur de l'institution a fournies à celui qui les a achetés, mène son propre calcul sur la voie que choisira le corps des gardiens de la révolution islamique et sur le rôle qu'il jouera dans ce qui suivra.
Les murmures dans les rues de Téhéran ne portent pas sur la voie que choisira le corps des gardiens de la révolution islamique. Ils portent sur ce qui se produira après que ce choix aura produit le point final vers lequel les trois voies convergent. Ce matin, le 10 mai 2026, le tableau opérationnel est celui d'un conflit qui a atteint la phase où les options restantes pour l'institution située en son centre sont impossibles à distinguer des options restantes pour une institution piégée, dont les choix se résument à des versions plus lentes ou plus rapides du même résultat. Les destroyers ont traversé le détroit il y a 6 jours et le corps des gardiens de la révolution islamique n'a pas pu les arrêter. Les Apaches ont détruit 7 bateaux en quelques secondes, les navires commerciaux sont passés, les 4000 marines sont presque arrivés, Dark Eagle est en cours de positionnement, les 3 groupes aéronavals sont en station, le MV Ocean Trader est à Diego Garcia et les 3 voies du régime mènent tout au même endroit. Le corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré le détroit fermé. Les destroyers américains l'ont déclaré ouvert. Les 7 bateaux au fond de la mer ont tranché la question de savoir quelle déclaration détenait l'autorité opérationnelle. Depuis, tout ce qui a suivi correspond au monde en train de traiter les implications de cet échange précis. À ce matin, le traitement a atteint la conclusion précise que le président de la Commission de défense des Émirats arabes unis a exprimé à son homologue israélien dans les heures suivant l'incendie de Fujairah. Le monde a entendu la déclaration du 3 mai du corps des gardiens de la révolution islamique. Le monde a regardé ce qui s'est passé le 4 mai. Les deux ne sont pas compatibles. Un seul des deux reflète la réalité opérationnelle du détroit d'Ormuz telle qu'elle existe le 10 mai 2026. Les bateaux sont au fond de la mer, les destroyers sont dans le golfe Persique, les marines arrivent, et la carte d'Ormuz que le corps des gardiens de la révolution islamique détenait depuis 45 ans n'est plus une carte. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, Vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.